Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un champion du monde. Pas moins que ça. Bonjour, monsieur le champion du monde. Bonjour, monsieur Nicopène. Donc, je suis en compagnie de Jérôme Moirot aujourd'hui, qui est le cofondateur des intelligences.com. On va y revenir. Un très, très beau projet. Champion du monde de mind mapping. Mais je vais laisser lui dire lui-même, tu es champion du monde de quoi? De mind mapping. Et auteur du livre Soft Skills. Donc, on va venir aussi sur ce sujet, sur la notion de compétences douces, pas 12, douces. Il n'y en a pas 12, il y en a beaucoup plus que ça. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter, Jérôme, et puis on rentrera plus en détail sur tout cela. Ok, bah déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur tous ces sujets-là, à la fois du business, des connaissances, des comportements. D'ailleurs, oui, les soft skills, en fait, moi, je les définis plus comme des compétences comportementales, Mhm. c'est-à-dire des compétences qui nous aident dans nos quotidiens. Et j'insiste sur le mot compétence, en fait, parce que souvent, on a parlé de la créativité, de la concentration, de l'attention ou de la motivation comme des talents ou des traits de personnalité. Donc, en gros, tu as des personnes qui les avaient et d'autres qui les avaient pas. Donc, les pauvres losers, entre guillemets, qui n'avaient pas ces pauvres talents, comme moi quand j'étais gamin. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas des traits de personnalité, c'était vraiment des compétences qu'on pouvait développer. Et justement, Mhm. moi, mon métier consiste à accompagner les personnes à développer ces compétences. Et en fait, pour moi, j'aime bien relever des défis pour mettre en application ce que j'enseigne en fait. Mhm. Et justement, le championnat du monde de mind mapping 2018, là, pour moi, c'était l'occasion rêvée de me mettre à l'épreuve et de me Mhm. dire, OK, j'ai 6 semaines devant moi pour me préparer à ça, un truc pour lequel j'étais pas, voilà, j'étais pas un pro du mind mapping, hein, même si je l'utilise de temps en temps. Et en fait, justement, je me suis dit, OK, si je veux vraiment incarner les soft skills, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai vraiment déployé toutes ces compétences d'autodiscipline, de planification, de programmation, etc., pour me créer un vrai programme d'entraînement, ce qui m'a mené à ça, justement, à cette victoire, quelque part. Hein. Mhm. Donc, mon métier, c'est ça, c'est d'accompagner les gens à faire ça. Et pour ça, j'ai plusieurs manières de le faire. Donc, il y Mhm. a les conférences. Donc, on va dire, c'est l'une des manières les plus souvent pour lesquelles j'interviens le plus souvent, des conférences, que ce soit en entreprise ou ouvertes au public. Mhm. Donc, ça va être aussi des ateliers de formation et une grande partie de e-learning. On va dire même la plus grosse partie de mon activité se fait quand même à distance en e-learning, avec notamment, comme tu citais, les intelligences.com, qui est on va dire un concept pour lequel justement je mets en pratique tout ce que j'enseigne sur la lecture rapide de mind mapping parce que on fait des cours autour de livres inspirants sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'apprentissage. Mhm. Et ensuite, toute notre activité de e-learning sur la lecture rapide et le mind mapping sur passionDapprendre.com avec un ami en commun, d'ailleurs, qui, je pense que Oui, c'est, je sais pas si, je sais plus si c'est grâce à lui, en tout cas, on s'est connus pratiquement en même temps, Nicolas Lisiac, que tu connais ouais, bien, tout à fait. euh, avec qui je bosse maintenant depuis plusieurs années sur ces sujets-là. Euh, Un très beau voilà, duo. ouais, on est devenus Nico et Géraud, Jérôme et Nicolas. Et voilà pour la partie business. Il y a d'autres trucs à côté, mais bon, je vais pas faire tout le catalogue de ce que Ouais, je fais. C'est pas l'objectif. parce Euh, que, ouais, mais justement, ça peut être. Alors, comme tu dis, c'est pas l'objectif et j'aimerais bien arriver là-dessus parce que avec le mot soft skills, finalement, ça regroupe pas mal un petit peu cette idée-là et quelque chose sur lequel toi comme moi, on a beaucoup de difficultés, c'est de se positionner dans une case. Euh, ouais. Parce que j'ai l'impression, je sais pas toi, mais enfin moi je suis curieux de tout et toi enfin moi ce que je ressens c'est la même chose. Et une fois que tu t'es formé sur un sujet, est-ce que tu en as marre, tu passes à autre chose? Comment tu vis justement ce côté-là et le fait de définir ton identité professionnelle au regard de cette, on va dire, de cette, j'ai pas envie de dire boulimie parce que c'est pas vraiment une boulimie, mais ça va dire plutôt cette caractéristique de Hmm. personnalité. Ah, c'est une bonne question. Je dirais que
toutes mes activités se nourrissent les unes les autres. C'est-à-dire que mon activité de coaching me permet d'avoir des anecdotes pour pouvoir nourrir mes conférences. Mes conférences qui sont nourries également par mon travail de recherche et d'écriture à travers les ouvrages que je publie, qui sont nourries par les défis que je relève avec le championnat du monde ou le championnat de France que j'organise. Donc, je dirais que tout est lié, tout se nourrit et surtout, alors je ne sais pas si toi t'es pareil, mais moi j'ai une tendance, comme je suis un peu hyperactif, je fonctionne par sprint. C'est-à-dire que je connecte avec le flow sur un truc et à un moment donné, j'ai plus envie, il faut que je passe à autre chose, en tout cas pour la journée. C'est l'envie qui te drive. Ouais, clairement. C'est-à-dire que là, je me sens appelé pour écrire, je peux écrire et à un moment donné, j'en ai marre. Mais du coup, je vais faire de la vidéo. Après, quand j'en ai marre, je passe à autre chose. Et en fait, ça me permet d'être créatif et productif tout au long de la journée en naviguant à travers les différentes activités, en fait. Ouais, j'ai un peu le même mode de fonctionnement que toi. Et du coup, est-ce que tu n'as pas l'impression de te disperser parfois sur ton activité? Si, très régulièrement. Mais derrière, ce qui m'a aidé à assumer cette transversalité, je préfère parler de transversalité maintenant. Bien, c'est beau. C'est une transversalité, mais derrière, un fil rouge derrière. Par exemple, toi, c'est le business de la connaissance ou la connaissance qui est en fil rouge. Ouais, tout à fait. Ou la connaissance de soi. Pour ma part, ça reste les soft skills. Et comme tu dis, en fait, j'ai un peu triché parce que j'ai pris une niche qui est hyper transversale, en fait. Parce que derrière, moi, je touche à de la motivation, de l'autodiscipline. En fait, derrière tout ça, tu as un objectif et comment moi, je vais travailler sur moi pour y arriver. Donc, en fait, moi, mon mindset, et c'est ce que j'ai expérimenté pour le championnat du monde, c'est que je me suis fixé un objectif spécifique. Je savais quelles sont les attentes des arbitres pour le championnat du monde. Donc, du coup, j'avais un objectif très tangible par rapport à ça. Et en parallèle, j'avais aussi un objectif de qui est-ce que j'ai envie de devenir pour pouvoir incarner le champion du monde. Du coup, j'ai mis quelque part les soft skills dont j'avais besoin pour y arriver et créer le programme d'entraînement pour devenir la personne qui devient un champion du monde. En fait. Alors, comment tu les définis, ces soft skills, justement, ces compétences? Admettons, voilà, par exemple, on va prendre un truc, là, aujourd'hui, Nico Pen, il a envie parce qu'il aime bien les mots, il aime bien parler, il parle beaucoup, il a envie de devenir un grand orateur. Qu'est-ce qu'il va faire au-delà de, voilà, si jamais tu devais m'accompagner moi aujourd'hui, pour prendre cet exemple donné, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Vers quoi j'irais? Parce que là, tu vois, je n'arrive pas trop à comprendre ce que c'est un soft skills, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon. Ouais, c'est vrai que moi, mon problème, c'est que ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans, que ça me passionne tellement que ça me paraît évident. Ouais. Mais en fait, oui, c'est clair. Par exemple, il y a plusieurs manières d'approcher ça. Il y a la manière, on va dire, intrapersonnelle où tu te connais suffisamment bien pour te dire, OK, pour toi, ta meilleure version de toi-même en tant qu'orateur, c'est quoi les mots-clés qui te viennent? Le Nico Pen orateur au top du top, il y a quoi dedans? Donc, si je dois te répondre à cette question-là, c'est… alors, étrangement, il y a le premier mot qui me vient, ce serait bonne gestion émotionnelle. Okay. Ça serait une bonne maîtrise de la rhétorique. Mm-hmm. Et une très bonne capacité à faire vivre des émotions. Ça serait émotion, c'est pas mal ça. Ouais. Et du coup, tu vois, si à partir de là, moi, j'ai des mots-clés et je peux bosser dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait presque faire une mind map. Là, tu as une première branche, gestion des émotions. Qu'est-ce que tu mets dans la gestion des émotions? Ok. Donc, tu vois, tu peux avoir du stress, tu peux avoir, je sais pas moi, on peut faire l'exercice hein, si tu veux. Ouais, je pense que le mot-clé, effectivement, sur la gestion des émotions, c'est le stress ou impatience, agacement, colère, bref, tout ce qui peut être un peu émotion. Tu vois, par exemple, je pense sur l'art oratoire, quand tu as un échange, à un moment donné, tu as des émotions qui surviennent et ces émotions, elles prennent le pas sur on va dire, sur la réflexion logique. Et c'est là où ça brouille tout. Donc, je vais te donner un exemple concret à froid. Je suis retombé
hier, pas plus tard que hier, sur une vidéo de vente que j'avais faite en 2013. Et Mhm. je l'ai regardée en entier. J'avais jamais regardé des vidéos de moi d'il y a aussi longtemps. Et une vidéo de vente que je pensais désastreuse, finalement, je me suis dit, mais elle est super, la structure, elle est bien. Bon, il y a plein de, tu vois, il y a plein d'autres choses à modifier. Et en fait, là où le bas blessé, pour le Nicolas de 2013, qui est très différent, bon, tu sais, tu as suivi mon évolution en vidéo du Nicolas 2019, c'était justement que finalement, en fait, il savait parler, il savait dire les choses, il savait appliquer la structure, mais des fois, il était un petit peu hésitant, des fois, il n'était pas dedans, ou la voix, la tonalité vocale était un petit peu trop aiguë. Donc, voilà, c'est ça que je dirais. Aujourd'hui, il y a une meilleure maîtrise de ça, mais il y a d'autres émotions qui sont à mieux gérer, ou du moins amener les bonnes émotions. Ça serait peut-être plus ça, en fait, amener les bonnes émotions. Hmm. Tu vois. Et que Bah, ce bah, soit tu pas vois, de. là, ce qui est Ouais. intéressant dans ce que tu dis, c'est que tout ce que tu dis est contextuel. C'est-à-dire que Hmm. un mot tout seul, c'est un concept. Donc, tu peux pas bosser dessus. Tu peux pas bosser sur un concept. D'accord. Par contre, si c'est contextualisé, bah, du Hein. coup, ça te donne des pistes pour pouvoir aller dans ce sens. Donc, moi, par exemple, là, j'ai noté stress et patience. Un des mots que j'ai mis, je pense que ça doit te parler parce que toi, qui aimes bien tous ces trucs-là, c'est stoïcisme, qui Hmm. est aussi une philosophie qui Complètement. permet de mieux gérer tes émotions. Bah, tu as des entraînements, en fait, au stoïcisme. Tu as des entraînements à la gestion du stress. Donc, à Hmm. partir du Tu vois, je moment où tu as l'ignorais ça, identifié… d'ailleurs. Hmm. Je l'ignorais. Ça faudrait que tu m'envoies les références. Ah, bah, il y a justement Tim Ferriss, il a pas mal de trucs là-dessus sur l'entraînement au stoïcisme qui vient de ses lectures de Marc Aurèle, Hmm. Épictète, je crois, il y avait ça aussi. Et c'est pas Épictète, je sais plus exactement c'était qui encore le grand penseur, mais en gros, tu as l'entraînement à l'inconfort, Ouais. genre dormir par terre, par terre. Euh, ça va être la résistance au froid, ce genre de choses en fait qui te permet d'endurer. Et plus tu endures, plus tu deviens endurant. Hmm. Et donc plus tu es endurant, plus tu es solide face à, à l'imprévu, etc. Donc tu es moins réactif parce que Hmm. du coup, tu as plus cette soupape de décompression au milieu, quoi. D'accord. D'accord. Donc, une Donc en gros, voilà, c'est préparation. comme ça que je fonctionne. C'est pour les personnes un peu comme toi qui arrivent à se projeter, c'est se projeter dans une situation dans laquelle tu te vois en train d'incarner ces qualités. Et après, en choisissant les bons mots, bah, tu peux trouver les axes sur lesquels t'améliorer, des entraînements à mettre en place. Et c'est comme ça que bah, du coup, tu peux incarner la meilleure version de toi-même à travers des entraînements de soft skills. Hmm. Mais D'accord. c'est contextuel. Là, c'est contextualisé à travers une prise de parole en public. Donc, D'accord. je vais rarement bosser avec une personne en disant ah bah tiens, imagine-toi dans ta meilleure version de toi-même comme ça, qu'est-ce qui te vient? Un peu Hmm. conceptuel, quoi. Donc, Hmm. c'est vrai qu'en partant d'une situation, c'est mieux. Et sinon, pour les personnes qui ne savent pas trop faire ça, ça va être de s'inspirer de personnes qui les inspirent dans ces situations-là. Si Hmm. par exemple, tu disais, bah, moi, j'aimerais bien être meilleur orateur, mais j'ai aucune idée de ce que c'est ou comment me projeter dans cette situation-là, bah, je pourrais dire, OK, bah, qui représente pour toi les meilleurs orateurs, le Hmm. top 3 des orateurs selon toi? Et là, Hmm. du coup, peut-être modéliser ces personnes-là à travers des soft skills pour Hmm. incarner les soft skills que véhiculent ces personnes-là pour cette personne, en fait. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, ouais. Et là, je vois de suite la personne j'ai de suite un nom, tu vois, je pense de suite à Fabrice Lucchini, effectivement. OK, Et, ouais. euh, et ça en vient justement, c'est intéressant parce que par rapport aux 3 points que je t'ai donnés, ça en vient au second point lié à la rhétorique. Mmh. Oui. Donc, ouais, d'accord. Donc, du coup, on retrouve les liens. Ouais. Donc, du Et coup, en fait, à travers des mots-clés, tu peux googliser ensuite des entraînements pour ça. Moi, c'est ce que je fais, en fait. d'accord, d'accord. Donc, tu prends le Entraînement de mot-clé. rhétorique, entraînement de répartie, entraînement de Hmm. stress. Alors, si tu ne trouves pas en français, bah, tu trouves en anglais. Enfin, c'est assez simple, en fait. D'accord. Ah, c'est d'accord, d'accord. Donc en fait, si je comprends bien, et j'imagine que on retrouve tout cela sur ton livre qui s'appelle Soft Skills. Donc Dans euh, lequel tu es d'ailleurs, parce que je t'ai dans interviewé lequel pour le je dire. suis. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui.
et qui est en description sous le podcast. Oui. J'aime bien toujours le préciser. Donc, du coup, dans le bouquin, tu expliques tout cela pour ceux qui nous écoutent. Alors, oui, en grande partie, oui, bien sûr. Après, c'est un livre qu'on a coécrit à trois, donc Julien Bourré, Fabrice Moléon et moi-même. Donc, si tu veux, c'est une approche globale. Après, moi, j'ai on va dire, ma pratique qui est propre, qui est en partie issue du livre, mais qui est aussi issue de ma propre expérience de mon côté. D'accord. Donc, du coup, en fait, si je comprends bien sur le livre Soft Skills, on va avoir vraiment les principes fondateurs, tous les grandes méthodologies, tout ce qui est lié. C'est quoi les soft skills et comment on les met en place. Et toi, de ton côté, tu vas proposer un accompagnement qui sera beaucoup plus spécifique avec toutes les particularités. Et on fait le pont avec tous les soft skills que tu as développés justement pour aider les personnes à mettre en place leurs soft skills. Est-ce que c'est bien résumé? Ouais. Oui, je pense, oui. Ben, c'est ça, en fait, c'est comme pour tout. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où tu veux transmettre un truc, il faut que tu l'incarnes. Ouais. Sinon, tu n'es pas congruent. Et moi, c'est mon obsession, c'est que si je veux transmettre des soft skills, je peux le faire sans parler sans prononcer une seule fois le mot soft skills. Et par exemple, j'ai fait une journée de formation récemment. Et c'est le feedback qu'on m'a donné. C'est-à-dire que j'aurais pu faire une journée comme ça, leur faire travailler sur ça, ne pas du tout parler de soft skills et j'aurais accompli ma mission. Je comprends, ouais. Très intelligent. Très, très pertinent. D'accord, d'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton titre. Ton titre et ta ceinture de champion du monde. Parce que j'imagine que tu as une ceinture avec un peu… Tu sais ce que j'imagine? C'est les grosses ceintures de boxeur ou de catcheur avec au milieu une espèce de gros mind map en doré. C'est une très belle image. C'est une belle image, mais malheureusement, je n'ai pas ça. Oh. J'ai une médaille. En fait, j'ai plusieurs médailles, si tu veux. J'ai une médaille d'or pour l'épreuve de mind mapping d'un texte et j'ai 2 médailles d'argent également parce qu'il y a 3 épreuves en fait au mind mapping. Donc, voilà ce que j'ai de manière physique en termes de titre. Donc, le gars, il pèse dans le game, sachez-le. Et justement, avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, c'est quoi le mind mapping? Le mind mapping, c'est une technique de prise de notes visuelle, de représentation de l'information de manière visuelle qui part du centre. Tu prends une feuille, en fait, en format paysage. Au centre, tu mets l'idée principale. Donc, imaginons que ce soit orateur. Et ben, tu peux dessiner un micro au milieu. Tu écris orateur en dessous. Et après, tu en fais des branches qui partent du centre et qui rayonnent vers l'extérieur, du plus épais au plus fin. Comme une cellule nerveuse, une neurone, comme une neurone, tu vois. Au centre, le noyau et ensuite les synapses. Ben, c'est un peu comme ça, un mind map, et sur lesquels tu vas noter des mots. Et c'est une technique qui a été créée par Tony Buzan, avec qui j'ai pu bosser, que j'ai pu voir plusieurs fois et collaborer l'année dernière et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours en fait. Donc c'est une triste nouvelle, c'était assez foudroyant. Donc voilà, je lui porte hommage à ce cher Tony Buzan, une très belle personne qui a créé cet outil, un vrai génie en fait. Et c'est un outil qu'il a créé notamment pour aider à mieux mémoriser. Parce que ça stimule on va dire peut-être pas toutes, mais une grande partie du cerveau avec à la fois la partie structurée, parce que c'est une carte, mais la partie aussi très, on va dire, créative avec des couleurs, des dessins, des schémas, des pictogrammes, etc. Donc, c'est très stimulant pour le cerveau. Et en fait, c'est ça le mind mapping. D'accord. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui suivent mes formations, vous l'avez peut-être vu, la carte que je mets en place sur les formations lorsque vous suivez la formation avec chaque chapitre qui se développe petit à petit. Donc, ça, c'est l'outil, on va dire, mind mapping. Après, moi, ce que je fais sur les formations, c'est pas forcément du mind mapping puisque je mets beaucoup trop de mots et je mets pas forcément les dessins. Mais c'est juste pour que vous ayez la représentation. Donc voilà. Et
que je comprends sur le mind mapping, c'est que vraiment la clé essentielle du mind mapping, c'est la mémorisation. C'est ça, apprentissage, mémorisation. C'était, voilà, à l'origine, c'était surtout apprentissage, mémorisation. Mais comme de toute façon, ça facilite le travail du cerveau, c'est aussi un bel outil de structure des pensées. Donc, par exemple, moi, toutes mes conférences, toutes mes formations, je les travaille d'abord sur un mind map. Et là, par exemple, j'ai en face de moi une mind map de ma to-do list. Parce que, par exemple, quand je sens que je suis trop débordé et que c'est un peu excusez-moi, excuse my French, comme on pourrait dire en anglais, c'est vraiment bordel des fois dans ma tête. Et du coup, le fait de mettre ça sur papier à travers une carte mentale, une mind map, eh ben, ça me soulage, c'est plus structuré. C'est moins intimidant qu'une liste qui fait plusieurs pages et qu'on a l'impression qu'on ne voit jamais la fin. D'accord. Donc, il y a pas mal de bénéfices à ça. Et en fait, au-delà de ça, pour moi, la pratique du mind mapping et de la lecture rapide, parce que je me suis vraiment entraîné aux deux disciplines, et pour moi, c'est un entraînement qui va ensemble. C'est un vrai entraînement du cerveau, parce que quand on s'entraîne au mind mapping, on s'entraîne à trouver les bons mots, les bons mots-clés, à les placer, à les structurer. Donc, ça nous force à nous structurer dans notre pensée, ça force notre créativité. C'est un vrai entraînement du cerveau, en fait. Est-ce que tu aurais une ressource à nous proposer sur le mind mapping? Vous avez peut-être des formations sur le sujet, j'imagine ou... Oui, en fait, on a notre formation praticien lecture rapide, niveau 1 et niveau 2. Et dans le niveau 2, c'est plus ma partie. Et là-dedans, je parle justement de soft skills et de mind mapping. C'est-à-dire que dans le niveau 1, on parle vraiment de la lecture rapide, des techniques, etc. Donc, ça, c'est plus la partie à Nicolas Lisiac. Et le niveau 2, c'est une fois qu'on a cette technique-là, comment pratiquer avec régularité, passer au niveau supérieur et prendre des notes efficaces à travers le mind mapping notamment. Génial. Bon, on mettra le lien aussi, vous le retrouverez en dessous dans la description. Et petite parenthèse aussi sur la lecture rapide. Donc, j'ai pas encore contacté Nico, mais je souhaite l'interviewer. Donc, vous aurez aussi une interview de Nico sur la partie de Nicolas Lisieux, sur la partie lecture rapide. Et puis aussi au-delà de ça, de tous ces domaines de compétences qui sont super. Voilà, parenthèse fermée. Ok. Donc, du coup, mind mapping, tu utilises des logiciels ou tu le fais sur cahier, généralement? Les deux. Les deux. En fait, je pratique principalement à la main parce que le fait de le faire à la main de manière analogique, ça apporte beaucoup plus de bénéfices d'un point de vue cognitif. En fait, tu ne stimules pas le cerveau de la même manière que si tu faisais au clavier. Donc, du coup, pour moi, comme c'est important de muscler mon cerveau, du coup, je pratique surtout à la main. Et en revanche, quand je dois numériser ces supports-là, que ce soit pour les présenter dans des formations ou quoi, j'utilise dans ce cas-là, j'utilise plutôt le logiciel. Et là, j'ai privilégié le logiciel iMindMap, qui est un logiciel qui a été co-créé avec Tony Buzan, en fait. D'accord. Et sur quelle plateforme? PC, Mac, les deux? Les deux. Les deux. Moi, D'accord. j'ai commencé par Mac, après, je suis passé au PC. Et oui, D'accord. dans ce sens-là. Hein. C'est Et, étonnant. et ça marche sur les deux, ouais. D'accord. Super, impeccable. Et d'accord. OK pour le mind map. Ouais, parce que c'est un bel c'est un bel outil que perso je n'exploite pas suffisamment. Alors tu vois, je me pose une question, par exemple, tout simple. Alors ça, c'est une question, on va dire très égoïste, mais ça va peut-être pouvoir aider nos auditeurs ou quelques-uns de nos auditeurs. C'est quand tu te déplaces, est-ce que tu vas te trimballer, par exemple, tu vas dans un café et tu as une idée. Est-ce que tu vas te prendre une feuille A4 avec toute une série de crayons ou de stylos de couleur? Est-ce que tu as un mode un peu minimaliste de faire du mind mapping? Oui, oui, clairement. Justement, pour la préparation au championnat du monde, moi, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, je changeais d'endroit parce que le cerveau s'habitue à notre environnement et il se développe uniquement dans l'inconfort. Donc, du coup, l'idée, c'est de changer à chaque fois de lieu. Et je partais à chaque fois dans un café différent. Et à chaque fois, je n'allais pas déballer tout mon matériel, etc. En fait. Donc, du coup, je ramenais ma petite feuille A4, mes stylos et j'ai un format minimaliste en mode plutôt brouillon au départ. Et ensuite en format, quand j'arrivais chez moi, une fois par semaine, je m'amusais à faire au propre sur une feuille A3 avec mon matériel pour faire des mind maps plus élaborés et plus jolis.
D'accord. Et est-ce que au brouillon, parce que enfin, moi sur le mind map, ce que je trouve un peu complexe au départ, c'est si tu fais pas au crayon, quoi. C'est de mettre les idées les unes après les autres. Alors j'imagine peut-être que la formation et c'est peut-être tout simplement que je suis pas formé suffisamment sur le sujet. C'est peut-être ça. Euh, Parce que j'ai l'impression que tu vois combien de branches on va mettre, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il y en a pas assez, est-ce que ça va plutôt sur une branche principale ou une branche secondaire. Il y a des petites questions comme ça moi, qui me perturbent encore sur le mind mapping. Ah bah c'est l'entraînement en fait. D'accord. Et justement, après ça dépend quel référentiel tu te positionnes. C'est-à-dire que si tu te positionnes sur le référentiel Tony Buzan, bah, tu as des critères en fait. C'est des D'accord. critères qu'on reprend des championnats du monde, qu'on applique aux championnats de France, nous. Bah, par exemple, tu ne dois pas excéder 7 branches principales, D'accord. 3 ou 4 niveaux max, ce genre de choses en fait, mais qui, certes, c'est contraignant, mais en même temps, c'est ce qui fait que tu as une mind map qui est digeste en fait. Parce que sinon, Mm. rapidement, si tu sors du cadre, tu peux faire des trucs hyper chargés. Et moi, ça m'arrive encore, hein, de Mm. pas forcément respecter toutes les règles. Et mais voilà, juste en avoir conscience. Donc après, bah, c'est de prendre conscience de on va dire ce référentiel-là, Mm. de l'appliquer autant que possible, de s'imposer cette contrainte qui finalement impose la créativité, parce que la créativité n'est de la contrainte, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Mm. et ensuite de s'entraîner dans ce cadre-là, en fait. D'accord. La créativité naît de la contrainte. J'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus. Mm-hmm. Dis-nous en plus. Bah, en fait, si je te dis, tiens, prends une feuille blanche et sois créatif, Mm. qu'est-ce que tu fais? Le cerveau, il est là, mais aucune idée. Tu vas peut-être commencer à faire un rond, un truc. Bref, c'est compliqué pour le cerveau lambda, entre guillemets, d'être créatif, sachant que tous les cerveaux sont créatifs. Et après, Mm. bon, c'est vrai que si tu tombes avec quelqu'un d'artiste, tu prends une feuille blanche, tu vas te faire un truc conceptuel, abstrait. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare. En revanche, si je te dis, OK, dessine un rond et dans ce rond, dessine, enfin, non, comment dire, de ce rond-là, fais un animal. Mm. Donc là, tu peux dire, OK, ah bah avec le rond, je peux faire un œil, je peux faire une tête, je peux faire un nez. Et en fait, c'est là que la créativité naît parce que le cerveau dit, ah bah tiens, tu as un point de départ, en fait. Tu as un Mm. point de départ, tu as un point d'arrivée, bah, tu sais comment y arriver. Par contre, si tu n'as pas de point de départ, mais on te demande l'arrivée, bah, c'est comme si tu prenais un GPS, tu dis, voilà, je vais aller là, mais il attend que tu demandes un point de départ, en fait. Donc, c'est Mm. ça, en fait, pour le cerveau. Il a besoin d'un point de départ pour pouvoir cheminer quelque part, en fait. Donc, Et c'est pour ça que la créativité naît de la contrainte. Donc, si je rattache par exemple à nos auditeurs qui veulent par exemple créer un contenu, j'ai pas d'idée, je dois créer un contenu, une vidéo, un texte, un audio, peu importe. Donc, l'idée clé, ça pourrait être par exemple de se rattacher à quelque chose, euh, Une question, une ça marche question. super bien. Hmm. Moi, par exemple, quand je veux créer du contenu, avant de me lancer, je fais une liste de questions. Je me dis, OK, je mets à la place de mes auditeurs, j'ai un mot-clé. J'aime bien marcher par mots-clés. C'est-à-dire, OK, bah là, il y a un moment, j'ai ma phase cerveau plus vif. Voilà. Comment je peux avoir un cerveau plus vif? Et je me dis, OK, si j'ai ce mot-clé-là, ma fameuse contrainte pour pouvoir démarrer, quelles sont les questions que se pose mon auditeur, qui est par exemple un auditoire d'entrepreneurs passionnés mais pressés. Ils vont dire, OK, comment je peux avoir un cerveau plus rapide? Première question. Deuxième question, c'est comment je peux faire en sorte que mon cerveau se fatigue moins vite? Tu vois, c'est OK, je mets à la place de l'autre, je dis OK, quelle question je vais poser? Et à chaque fois, une question égale un article, ou une question égale un webinaire, ou une question égale une vidéo. Hmm. D'accord, d'accord. Ouais, donc du coup, là, comme ça, tu as cette structure de bras. Les questions, de toute façon, c'est hyper puissant, quoi. C'est vraiment un des outils les plus puissants qui existent. Donc, euh, donc ça suscite l'imagination et ça permet de pousser vraiment sur plus loin la réflexion. Super, cool, cool. On en revient, je crois qu'on est parti d'un. J'aime bien cette interview, tu sais pourquoi? Parce que finalement, elle est très symbolique de nos modes de fonctionnement, à toi et moi. C'est qu'on part dans plein de sens.
C'est-à-dire? On part dans plein de sujets, finalement, d'un sujet on amène à un autre. C'est un peu comme si on était en train de dérouler un mind map où on ouvre un sujet, puis il y en a Ouais. un autre qui arrive. Et, euh, et donc, c'est chouette parce que finalement, il y a toujours du contenu, il y a toujours de la valeur à l'intérieur. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime bien sur les interviews laisser cette permissivité-là. Euh, mais Sachant que oui, quand ouais, tu t'entraînes au mind mapping, en fait, tu t'entraînes à ça, en fait. Tu ouais, t'entraînes à dérouler un fil et à revenir aussi sur ce fil-là. ouais, Souvent, ouais. on dit, ah bah tiens, j'ai perdu le fil. Mais si tu t'entraînes à faire un mind map, et moi, par exemple, en atelier, il y a une grande partie de mon atelier où je les entraîne à faire des mind maps sans toucher un stylo. Je dis, faites dans votre tête. Ah, Et en génial. fait, tu travailles J'adore. l'œil intérieur, ce qui est différent finalement. Et, J'adore. ça, bon, je pense que je ne sais pas si je suis le seul à faire des formations mind mapping sans les faire dessiner, mais je trouve que c'est intéressant comme exercice mental En tout cas, parce tu es le que, seul champion du monde de mind mapping à leur faire faire une formation sur mind mapping sans dessiner. Ça, c'est sûr. ouais, je pense, ouais. Et, mais mine de rien, c'est un bon entraînement pour justement structurer ses pensées et Génial. retrouver le fil. Et tu parlais tout à l'heure d'art oratoire. Bah, il y a aussi cette compétence-là aussi de savoir où on va et de pouvoir retrouver le fil en fait. Ouais, complètement. Et donc, du coup, on est parti dans tous les sens sur plein de sujets. Et c'était ça on va dire, peut-être la branche de départ de toute cette belle digression, parce que c'est une très belle digression. C'est donc, ouais, donc, professionnellement, tu arrives à t'épanouir en faisant plein de choses, en développant plein de choses, mais en même temps sans te disperser ou sans avoir trop l'impression de partir dans tous les sens. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est juste ou est-ce que tu as encore des questionnements ou des choses autour de ça? Bah, en fait, il y a deux phases en fait. Souvent, j'ai une phase émotionnelle où je ressens que je suis épuisé, débordé et je manque de focus. Donc, Ouais, ça ressenti, c'est pas forcément conscientisé. Et dans ces moments-là, bah, moi, je suis attentif à ce signal émotionnel, si tu veux, euh, qui souvent, euh, euh, qui souvent émerge par de la fatigue d'abord. ouais. Et après, je me questionne. Et en fait, en me questionnant, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses sur le feu, j'ai beaucoup de choses à faire, mais que c'est au profit d'une même mission, en fait. Hmm. Donc, à ce moment-là, ça me rassure. Et après, j'accepte que ça prenne plus de temps que si j'étais focus sur un seul truc. Parce que Hmm. j'aurais pu me focaliser uniquement sur un seul truc et Hmm. aller plus vite là-dedans, plus en profondeur. Mais du coup, j'aurais été aliéné parce que j'ai essayé. Hein. Je m'aliène en fait en Ouais. faisant ça parce que je coupe ma transversalité qui est en fait une expression de ma créativité aussi. Et Euh, c'est, 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 euh, C'est super que tu dis ça parce que effectivement, j'ai eu la même que toi. Tu vois, j'ai fait un focus qui a duré un an et demi. Tu le connais, c'est celui qui est lié à l'énéagramme. Et mhm. je me suis éclaté. Tu vois, j'ai créé deux formations. J'ai eu un an et demi de contenu. Tu vois, pour ceux qui suivent les deux formations de A à Z. Mais après, au bout d'un moment, tu vois, j'avais fait le tour et j'avais l'impression de m'enfermer, quoi. J'avais l'impression de m'éteindre un petit peu. Alors qu'au début, c'était Mhm. hyper nourrissant. Donc ouais. Et ça, du coup, toi, tu préconises sur des personnes comme toi ou moi de justement, enfin, qu'est-ce que tu préconiserais justement sur les personnes? Parce qu'on sait que rester focus pendant des années sur un sujet, arriver jusqu'à une expertise extrême, ça marche. On sait aussi que j'avais vu ça aussi j'ai fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est lié au haut potentiel et que la plupart, on va dire 98% de la population a besoin de poser une étiquette sur une personne parce que c'est beaucoup plus simple. Ça simplifie tout le process mental et le process de définition. Donc, nous, quand on arrive avec nos multiples casquettes, on va dire, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce que tu as, j'imagine, tu as réfléchi sur la question assez posément. Alors, pour la partie, on va dire, multi-projet, pluriréactivité, etc.,
Alors, je ne vais peut-être pas forcément donner des conseils, parce que je pense que c'est vraiment lié au mode de fonctionnement, donc ça dépend des gens. Donc, je vais parler plutôt de moi, mon expérience et des parades que j'ai trouvées justement pour que ça marche pour moi. C'est déjà la première chose que j'ai faite, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est d'accepter que je sois plus lent pour mener mes projets. Que si j'étais hyper spécialisé et que je choisis du coup la diversité au profit plutôt que la vitesse en fait. En tout cas, la vitesse dans un seul truc. Après, je pense que je suis pas non plus lent. Les personnes qui bossent avec moi, faut pas dire que je suis quelqu'un de lent dans C'est clair, quand on voit tout ce que tu fais. Wow. Ouais, peut-être quand on m'écoute, j'ai pas le sentiment de parler lentement. Mais du coup, ouais, la première parade, c'est ça. C'est le plus dur aussi, d'accepter l'acceptation, ça. Quoi. L'acceptation. Ouais. Bah, surtout quand moi, je suis quelqu'un de très impatient. J'adore la vitesse. J'ai fait du sprint, etc. Et accepter la lenteur, c'est très difficile. C'est très, très inconfortable. Ouais. Donc, il y a ça, une forme de lâcher prise. La deuxième chose, ça demande une énorme organisation personnelle, en tout cas pour moi. Moi, j'aime quand c'est structuré, j'aime quand c'est organisé. Et du coup, je fonctionne par rendez-vous. Donc, j'ai des rendez-vous avec des personnes, comme là, par exemple, je suis en rendez-vous avec toi. Donc, quand je suis en rendez-vous avec toi, je ne multitâche pas, je fais que ça. Donc, j'enlève le multitâche de ma journée, parce que le piège de faire plein de choses, c'est de vouloir les faire en même temps. Et ça, du coup, c'est ça l'épuisement, parce que le cerveau n'est pas fait pour une multitâche. Le cerveau est câblé pour une monotâche. Donc, si tu as le sentiment, si une personne a le sentiment de faire plusieurs choses à la fois, en fait, c'est un leurre, parce qu'elle va switcher d'une activité à une autre. Et du coup, ce switch va à chaque fois consommer plus de carburant en fait dans le cerveau, et en plus va lui demander à chaque fois de se reconcentrer dans la tâche, et c'est cette reconcentration qui prend plus d'énergie. Comme par exemple, si tu coupais à chaque fois ton moteur, tu l'éteignais, tu le rallumais tout le temps, et à chaque fois réinjecter de l'essence, ça consomme plus d'essence que si tu continuais normalement sur ta lancée en fait. Complètement. Donc, vraiment être en mode monotâche avec des créneaux bien spécifiques, ça m'aide beaucoup par rapport à ça. Et enfin, de garder le cap sur, OK, je fais plein de choses, mais que ça va dans le même sens, en fait. C'est pas de la dispersion où je vais d'un sens et je vais dans l'autre et je suis tiraillé. Non, moi, tout ce que je fais, c'est au profit du développement de l'intelligence humaine. Et on parle beaucoup du développement de l'intelligence artificielle. Moi, mon credo, c'est développons le cerveau humain pour pas se faire défoncer par les robots demain. Même si on va bosser avec eux. Je ne suis pas contre l'intelligence artificielle, mais en fait, le pendant de tout ça, c'est que on se rend compte que le cerveau humain s'atrophie et appauvrit parce qu'on délègue de plus en plus de choses au cerveau artificiel. Donc moi, mon credo, c'est ça, et tout ce que je fais, c'est dans ce sens-là. Donc ça a du sens. Donc garder ça aide, notamment dans les moments de doute, à garder le cap et à garder la foi dans ce que l'on fait en fait. Alors c'est hyper pertinent, c'est hyper juste tout ce que tu dis. Et si je résumerais, ce serait donc déjà accepter qui l'on est, accepter son mode de fonctionnement. 2, c'est cette notion de finalement d'être monotâche à certains moments donnés. Moi, c'est pareil que toi, tu vois, j'ai des grands projets et généralement, quand j'ai un grand projet, eh bien, tout ce qu'il y a à côté, j'essaye d'en faire le minimum possible, voire de ne pas faire. Donc, j'ai toujours un grand projet sur 1 mois, 2 mois et faire un espèce d'énorme, pas sprint, mais un gros travail dessus. Et 3, au niveau des choix des projets, effectivement, comme tu dis, c'est avoir quelque chose que tout aille dans le même sens. Et là, je renverrai justement à celles et ceux qui nous écoutent. Je vous ai parlé récemment de la formation que j'ai faite dernièrement, Votre univers, qui va vous aider à créer votre univers personnel. Et justement, on parle de cette grande mission, de cette grande cause qui est de définir quelle est notre grande cause. Et en fait, après, tous les choix deviennent plus simples parce que lorsqu'on a une proposition professionnelle qui arrive, on sait de suite dire oui ou non parce qu'on sait si ça va dans le sens de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on ne veut pas faire. Et ce que tu nous dis, Jérôme, c'est super intéressant parce que ta mission, elle est
on va dire, plutôt haute. Et c'est ça la clé, je pense aussi. Tu vois, moi, c'est pareil. Ma mission, elle est très haute. Elle est liée à la connaissance et au fait de pouvoir élever les hommes, élever l'être humain grâce à ces connaissances-là. Donc, on sait vers quoi on court. Et finalement, tout ce qu'on fait, même si ça va dans plusieurs sens, comme si je reprends mon exemple, d'un côté la connaissance de soi, d'un autre côté le business de la connaissance, ou stratégie business ou autre, tout va converger vers le même point. Et ça, c'est chouette. Et c'est aussi beaucoup pas forcément dans le quoi, tu es expert en ceci, ceci, cela, que finalement on va incarner notre identité, mais plus dans le comment on va le faire. Et je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que lorsque tu donnes une formation, mais tu utilises, les soft skills sont là, sont présents au quotidien pendant ta formation. Les gens ne le savent pas forcément, mais c'est là. On va dire, c'est un peu comme s'il y a l'âme des soft skills qui est présente avec toi. Est-ce que j'ai bien résumé tout ça? Bah oui, clairement, clairement, clairement. Et au-delà des soft skills, moi je dirais il y a vraiment l'intelligence de manière générale, ou les intelligences même, parce que pour moi les soft skills est une lecture de l'humain qui permet de voir comment le déployer dans son axe en fait. Et par exemple, il y a un autre projet que j'ai pas cité tout à l'heure, mais qui est tout frais. C'est autour justement des intelligences multiples, qui est encore un autre prisme de lecture de l'humain qui est hyper complémentaire à tout ça. Et on a créé justement avec Nicolas Lisac et François Chevigné un concept qui s'appelle le neuroformateur au pluriel, neuroformateur.com, où on a créé tout un outil et un suivi des intelligences multiples justement, et qu'on forme des formateurs à ça. Et on se rend compte que finalement tout ça, en fait, je me rends compte, les soft skills, intelligence multiple, etc. À partir du moment où on fait prendre conscience aux gens qu'ils ne sont pas figés, qu'on est tous en évolution et qu'on peut tous progresser et devenir qui on veut vraiment alors, bien entendu, pas en claquant des doigts, en travaillant. Eh bien, je trouve que non seulement ça redonne de l'espoir, mais ça donne aussi de la confiance en soi. De manière indirecte. Et c'est vrai que j'avais discuté avec Martin Latulippe, qui disait que la confiance en soi, c'est une affaire de compétence, en fait. Et c'est vrai que si on cherche toujours à développer nos intelligences multiples ou nos soft skills, forcément, on aura plus de ressources en nous pour faire face aux imprévus et aux difficultés. Donc, forcément, on aura une meilleure confiance en soi. Et j'irais même plus loin. Moi, je dirais que la confiance en soi, je le verrais même comme quelque chose qui est, on va dire, qui est un peu le résultat. Et ce qui va amener ce résultat-là, c'est on redonne le pouvoir. On donne le pouvoir aux gens. Parce que finalement, c'est ça, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, tu sais, on a déjà entendu des gens dire ça. De toute façon, moi, je suis complètement idiot, moi, je suis con, ou moi, je suis pas manuel, ou moi, je suis pas ceci, je suis pas cela. Et finalement, en fait, on se dépossède de capacités, de compétences et de possibilités, rien qu'en étant sur un constat, on va dire, plutôt, rien n'est possible pour moi, quoi. Et donc, comme tu disais, redonner espoir et redonner le pouvoir. Oui, tu peux changer les choses. Oui, tu peux améliorer les choses. Et si tu sais pas comment faire, on va t'expliquer comment faire et comment faire ce cap-là. Super, génial. Dernière question clé. Très cher. Quelle a été ta pire ou une de tes pires galères? Et surtout, justement, parce que ces moments de galère, de difficulté, elles sont toujours source d'apprentissage. Qu'est-ce que tu as pu en tirer? C'est une question difficile parce qu'il y en a tellement. C'est avant, alors c'est juste pour l'anecdote, j'étais en train de préparer une conférence avant le championnat du monde qui était champion d'échecs. Où justement je faisais une conférence où j'allais expliquer, pas tous mes échecs, qu'il me faudrait une semaine, mais les échecs les plus marquants et comment j'ai pu en profiter pour grandir et que finalement les échecs c'est pas si terrible que ça, etc. Bon, depuis je suis devenu champion de quelque chose d'autre, donc j'ai pas trop réussi à vendre, si tu veux, champion d'échecs. J'ai un peu moins de mal à vendre le champion du monde mind mapping. Du coup j'en parle un peu moins, mais je continue à parler des échecs. Donc il y en a un paquet.
Et celui que j'ai choisi, alors je ne sais pas si c'est le pire, mais en tout cas, c'est celui qui m'est venu, c'est nos tout débuts avec lasemaine.com, qui est devenu passionDapprendre.com. On faisait la semaine du développement. Et en fait, avec Nicolas, on avait créé un produit et on s'est dit, OK, on va tester quelque chose de nouveau. On a toujours vendu des trucs pas très chers, etc. Et là, on va essayer de vendre un produit cher. On a testé et en fait, zéro vente. Wow. On avait réussi à ramener, je ne sais plus, moi, au moins 4000 prospects. C'était un gros événement, la semaine du développement. Ça ramène quand même du monde. Il faut dire aussi que c'est une énergie folle aussi en amont, quoi. Donc, le 0,20, Ouais. c'est encore plus mal, quoi. Ah oui, non, ça fait super mal. En plus, c'était le tout début. C'était vraiment c'était le lancement, en fait. C'est-à-dire qu'on a créé la boîte. On dit, OK, on va lancer. C'est parti. Nicolas, il venait d'avoir son bébé. Moi, je venais m'installer à Londres. Je dit, voilà, c'est le moment où il faut tout faire péter, quoi. Et en fait, zéro vente. Et en fait, ça nous a pris 1 an à rebondir, quoi. On a passé 1 année à faire du test and learn. Tester. On a testé des produits sur, j'ai testé sur quoi? Sur l'entrepreneuriat, sur les soft skills. Je vais même tester sur le futur, sur la santé, sur le MLM. J'ai testé plein de trucs. Et en fait, le seul truc, à force de tester les trucs, on s'est rendu compte, le truc qui fonctionne, c'est l'apprentissage. Et au bout d'1 an, on s'est dit, on spécialise là-dessus. Et jusqu'à devenir, depuis récemment, on a changé le nom. On s'appelle maintenant passionDapprendre.com et on fait que ça, que l'apprentissage. Mais ouais, ça fait mal. J'imagine. On est nombreux à avoir vécu ces moments de gros fail. Et finalement, en fait, ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, qui l'ont peut-être déjà vécu, qui le vivent ou qui peut-être malheureusement le vivront, c'est de le voir non pas comme un échec en termes d'identité, c'est-à-dire je suis une merde, mais parce que bon voilà, je sais pas si ça te parle, moi c'est souvent le raccourci, il peut être la distorsion et le raccourci peuvent être très rapides en disant, en associant le résultat à notre identité d'être. Donc déjà, éviter ça et se dire surtout, si ça n'a pas marché, c'est pas la raison de la conjoncture actuelle, c'est pas la raison de ceci, cela. C'est qu'est-ce qui s'est passé et comment je peux rebondir, comment ça va m'enrichir. Dire, c'est difficile à dire, mais dire ouais, c'est génial. Ouais, ça fait chier, mais ouais, c'est génial quand même parce que je vais apprendre beaucoup de choses. Et grâce à ça. Et au-delà de ça, moi, l'autre parade que j'ai trouvée, c'est que moi, je suis finalement, de base, je suis quand même quelqu'un de très anxieux et assez fragile, en fait, mentalement, émotionnellement, même si ça paraît pas aujourd'hui. Et c'est justement cette philosophie soft skills qui m'a permis de me bâtir, me solidifier, en fait, par rapport aux épreuves. Et en fait, moi, une des parades que j'ai mis en place, c'est de me dire que ce sont grâce aux difficultés que je progresse. Et du coup, la question que je me pose à chaque fois, c'est quelles sont les soft skills ou quelles sont les intelligences multiples que je suis en train de muscler grâce à cet inconfort. Génial. Parce que le cerveau ne se développe que dans l'inconfort. Et rien que de prendre conscience de ça, déjà enlève le focus de la difficulté, du désagréable et de l'échec. Donc, ça enlève cette charge émotionnelle pour mettre le focus plus sur le futur finalement. C'est OK, je suis en train de me construire là. Et c'est beaucoup plus facile à vivre dans ce cas-là, même si ça demande un effort. Mais je préfère mettre de l'effort à faire ça que de faire ma grosse victime, en disant c'est dur, c'est pas juste, et aller pomper l'énergie des autres parce que je suis une grosse victime. Et finalement, même si j'ai le sentiment de m'économiser d'énergie plutôt que de faire des efforts à rebondir, finalement, je suis en train de non seulement perdre de l'énergie et en plus en pomper aux autres. Dans ce statut de victime. Donc, finalement, ce réflexe-là sort du statut de victime pour mettre en mode proactif et reprendre les choses en main. Ouais, complètement. Très bien, super. Merci beaucoup pour tous ces retours et puis pour tous les conseils que tu nous as donnés. Je savais que ça serait super riche et ça n'a pas manqué à l'appel, comme on dit. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous. Eh bien, on peut me retrouver sur lesintelligences.com que tu connais bien.
On peut me retrouver également sur passiondapprendre.com, où c'est là Ouais. qu'on a notre formation sur la lecture rapide et mind mapping. Et sinon, pour la partie plus soft skills, je suis en train de refaire mon site jérôme-waro.com, où là, je vais m'amuser à modéliser, en fait, à modéliser les personnes qui m'inspirent sur leurs soft skills et en créant Génial. des programmes d'entraînement Excellent. de 30 jours pour développer les soft skills des meilleurs. Excellent, excellent, excellent. Et bien évidemment, vous aurez également ton livre aussi que vous retrouvez en description, ainsi que la formation sur le praticien lecture rapide dont on a parlé précédemment. Merci beaucoup. Et, Merci. et Oui, vas-y. sinon, attends juste avant d'oublier, excuse-moi. Oui, Sinon, on va pouvoir nous retrouver, toi et moi, à l'événement de Joanne Yang Team, en fait, c'est vrai. Game Entrepreneur Live, les 6, 7, 8 juin prochain à Paris. Complètement, complètement. Vous retrouverez aussi le lien en description. Et c'est un événement qui va être juste génial. J'en avais déjà parlé sur les podcasts, vous l'avez peut-être déjà entendu. Donc, comme je disais, perso, je vais faire que 2 événements dans l'année pour l'instant qui sont prévus en France. Et le seul qui est prévu à Paris, ça sera le Game Entrepreneur Live. Donc, c'est là que vous me retrouverez. Vous retrouverez Jérôme, vous retrouvez pas mal de personnes qui sont vraiment super. Et ce que j'aime toujours ajouter sur cet événement-là, c'est qu'on a souvent des événements qui sont motivationnels et on sort de l'événement, on est gros gonflé à bloc et au bout de 2-3 jours, la motivation tombe et on va pas plus loin. Là, ici, et Jérôme a très bien montré vraiment on va dire, un aperçu de ce que vous aurez à l'événement, c'est que c'est un événement sur lequel vous allez apprendre, vous allez grandir. Donc, on va pas juste être dans la notion de motivation, mais dans la notion d'apprentissage et de grandir, c'est-à-dire l'avant, l'après. Et ça va être cool. Peut-être que tu auras quelque chose à rajouter, Jérôme, en plus. Oui, ben, en fait, pour moi, c'est que vous allez développer des compétences au-delà des connaissances parce que là, il y aura à la fois la partie hard technique, vous allez avoir des compétences techniques pour entrepreneurs et c'est important en fait, parce que c'est vrai que je parle souvent de soft skills, de compétences comportementales, mais ça ne remplace pas les compétences techniques. Au Oui. contraire, ça les complète. Donc pour moi, une personne compétente, c'est pas uniquement une personne qui est compétente d'un point de vue technique, en disant bah voilà, moi je sais faire un site internet, je sais faire ci, etc. Ça c'est important, hein. Mais pour moi, la compétence, une personne compétente, c'est aussi une personne qui a des compétences comportementales. C'est une personne qui a un professionnalisme, qui a une éthique, qui respecte ses engagements, qui sait se motiver, qui sait passer à l'action. Donc toutes ces soft skills font partie de la compétence également. Et justement, dans cet événement-là, je pense qu'il y a vraiment les deux facettes de la compétence pour faire de vous des entrepreneurs compétents, mais en plus avec du fun parce que vraiment, on a vraiment tout fait ce processus de gamification que je trouve hyper puissant, non seulement pour apprendre, mais aussi pour se motiver, pour passer à l'action. C'est vrai, complètement, complètement. C'est très bien résumé. Et encore une fois, donc Game Entrepreneur Live, vous avez le lien qui est dans la description, donc vous le retrouverez. Et donc voilà, donc tout est là. Merci Jérôme pour tout ce que tu nous as apporté. C'était vraiment cool. C'est un très bon moment que j'ai passé. Et j'adore quand les interviews sont plus un bon moment passé qu'autre chose. Donc merci pour la qualité. Et Merci beaucoup à toi pour l'énergie que tu mets, pour rendre ce moment convivial aussi, hein. C'est pas pareil quand tu es interviewé par quelqu'un qui te met à l'aise etc. qu'une personne c'est un peu robotique. Donc c'est hyper agréable d'être interviewé dans ces conditions et merci pour ça. avec grand plaisir. Puis merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis pensez à laisser c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas dit. Pensez à laisser un petit commentaire surtout si vous avez écouté sur Apple Podcast avec une notation. Ça, c'est vraiment cool. Ça aide le podcast à se développer. Donc, si vous avez aimé l'interview, de toute façon, si vous êtes là jusqu'au bout, j'imagine que cette interview vous a apporté, mais ça serait cool. Ça serait un très bon retour pour nous. À très bientôt, Jérôme. De toute façon, on se retrouve à Paris en live et avec vous, on se retrouve très vite pour de nouveaux conseils. Bien jeudi matin. À très vite. Zach, merci beaucoup. Ciao.